je partage depuis plusieurs années. Et c'est aussi le leitmotiv autour duquel mon organisation, avec mes collègues, s'organise. Vous allez voir, surtout dans ce flyer qu'on vous a distribué à l'entrée, qu'il y a ce débat qui va continuer lundi prochain à 13 h dans la salle à côté, la salle numéro 24, pour continuer à réfléchir. Parce que l'expérience que nous, Africains, venons de réaliser, notamment à travers cette journée internationale, nous conduit à un certain constat, qui n'est pas un constat faible, mais un constat fort, parce qu'il est lié à des expériences précises. Et pour que moi, en ce qui concerne le CIVID, je puisse en arriver à demander à mes collègues que l'on se concentre sur ce que l'on peut faire pour aider l'Union africaine à s'en sortir, à être plus visible, à faire des choses qui correspondent aux intérêts de l'Afrique, c'est parce qu'il y a tout un cheminement. Et moi, je crois avoir fait un cheminement durant ces 23 ou 24 dernières années, qui est facile de situer selon des dates. Mais j'en vois une que je voudrais vraiment vous citer. En 1998, au mois de juin, je me suis retrouvé au Forum de Grand Montana, devant un panel animé notamment par une illustre personnalité, le nonce apostolique de Jérusalem, en 1998, pardon. Et moi j'ai posé une question, parce que étant burundais, ressortissant de l'Afrique des Grands Lacs, je ne pouvais pas ne pas poser une question sur la guerre au Congo qui venait d'éclater en 1998. Et alors j'ai demandé, Monseigneur, le nonce apostolique, qu'est-ce que vous pensez du Congo, de la région des Grands Lacs, et quelle est d'après vous la solution? On venait d'enregistrer l'assassinat de plusieurs de ses collègues, 3 évêques au Rwanda, un évêque à Bukavu, je crois aussi, je ne me souviens pas, mes souvenirs sont assez vagues, mais il y en avait aussi au Burundi, des évêques qui étaient tués dans le cadre de ces crises. Alors j'ai posé la question, quelle est votre analyse, surtout que vous êtes au Vatican et que le Vatican, ça pèse 80% dans nos populations, puisque nous sommes des populations chrétiennes. Alors le nonce m'a répondu d'une manière très imagée et j'ai retenu pour de bon cette réponse. Il a dit Déo, on se connaissait personnellement, Déo, ce qui se passe en Afrique des Grands Lacs fait pleurer tout le monde, même Dieu. C'est ça qu'il a dit. Bien sûr, les choses étaient graves. Et bien qu'il y ait eu des progrès dans certains cas à travers cette région, il y a encore lieu de s'interroger comme ce monsieur, monsieur Michel Duvet, qui est en train de diriger une action ici à Genève avec un livre qui est intitulé « Même le ciel ne pleure plus » en parlant des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Moi, je reprends la même chose. Je crois qu'il y a des situations où on est tenté de dire « Mais est-ce que Dieu pleure encore pour les gens qu'il a créés ?» Regardez ce qui s'est passé au Burundi dimanche passé, dans la nuit de ce dimanche. Et moi, je le dis avec d'autant plus de peine, puisque là-dedans, il y a des gens, des membres de mon organisation qui travaillent pour mon organisation, qui comptent parmi les disparus. Et 2 semaines avant, un de nos meilleurs spécialistes qui nous aide à faire progresser une feuille de route pour la paix que nous avons proposée, qui est soutenue par plus de 250 organisations de la société civile, a été presque mortellement atteint devant son domicile à 50 mètres d'une position de police qui n'a pas bougé. Donc, les événements qui se sont passés dernièrement tout près de Bujumbura m'interpellent moi personnellement, mes collègues aussi, si on leur posait cette question. Et le tout, compte tenu de l'expérience qu'on vient de passer, ramène toujours la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? Parce qu'il y a une erreur que nous ne devons plus commettre. Il ne faut pas qu'on attende que des solutions viennent des autres, même pas des Nations Unies, si nous ne sommes pas organisés. Vous avez vu, je soutiens l'analyse de Micheline qui s'interroge sur la question de la Libye. On n'est pas là pour soutenir Kadhafi, ça c'est clair, mais on n'est pas là non plus pour fermer les yeux sur des bombardements d'un pays
qui avait quand même construit des infrastructures pendant une quarantaine d'années, qu'on est en train de détruire aujourd'hui. Maintenant, nous savons, nous, Africains du sud du Sahara, que plus de 2 300 000 Noirs africains vivent en Libye et qu'ils subissent la vendetta de militants qui confondent libération, révolution et protection du droit des autres. Ça doit nous interroger. Et s'ils ne sont pas les premiers à nous interroger, à poser des questions, ce n'est pas le Conseil de sécurité qu'il fait. Même ici au Conseil des droits de l'homme, si nous ne parlons pas, ils ne vont pas entendre. Donc c'est pourquoi moi je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on se pose des questions, qu'on réfléchisse. Moi je suis arrivé à Genève en 1989, je venais d'une prison, deux fois en prison, j'avais été torturé, presque à mort, et quand je suis arrivé, j'avais peur de mourir dans les 6 mois qui suivaient. Alors finalement, on m'a soigné ici, j'ai vu que je n'étais pas mort. Alors j'ai commencé à militer. Au début, j'étais un homme, un militant très en colère, très fâché, vraiment. Et je ne voulais pas être à la place de gens que je rencontrais dans les conférences, comme celle-ci, parce que quand je critiquais le gouvernement, j'y allais vraiment totalement. Enfin, j'y reviens pas. Ça, c'est mon histoire. J'aimais bien cette histoire parce qu'elle m'a fait faire d'autres pas. Les autres pas, je les ai fait en effet. Parce qu'à un moment donné, il m'a semblé qu'en Afrique, nous oublions trop souvent les leçons de l'histoire. J'ai des amis à qui j'ai toujours dit, mais écoutez, est-ce qu'on s'est battu pendant des années? Certains se sont fait tuer. On nous a assassinés, 2 chefs d'État chez nous. Et la vérité sur ces assassinats est toujours veilleuse, etc. Alors je disais à mes amis, est-ce que nous nous sommes battus, payé le prix que nous avons payé, pour que nous répétions les erreurs des gens que nous avons combattus politiquement? Alors, plus tard, étant ressortissant de l'Afrique des Grands Lacs, le temps m'est venu de comprendre qu'on ne peut pas être burundais et ne pas s'intéresser au Rwanda, et ne pas s'intéresser au Congo. À un moment donné, surtout à propos de la crise du Congo, quand on a vu les 7 pays de la région se lever, s'affronter sur le territoire congolais pour renverser Mobutu ou pour le défendre, alors on a vu finalement il faut qu'on s'occupe de cette région de manière beaucoup plus inclusive. Et c'est à ce moment-là qu'à partir d'ici à Genève, nous avons commencé à organiser des panels, des conférences, des séminaires, où on parlait effectivement de nos pays respectifs. Les Rwandais le faisaient, les Burundais le faisaient, les Congolais aussi. Mais à un moment donné, nous avons tous compris que nous avons intérêt à parler de la région comme d'un ensemble. Et plus tard, c'est en tout cas le sentiment qui m'habite aujourd'hui, je crois qu'il faut apprendre de ces victoires, parce que nous en avons eu des victoires. Une des victoires que nous avons eues, aujourd'hui, les gens sont en train quand même de comprendre que dans notre région, être Hutu, être Tutsi, ça ne veut pas dire nécessairement être mauvais ou bon. Le manichéisme doit aujourd'hui se terminer parce que les dégâts, les vrais dégâts sont faits à cause du problème de la gouvernance. On n'en est pas tel et on est mauvais de surcroît. Non, on est mauvais simplement quand on dirige mal les autres. C'est ça le constat que nous devons tirer aujourd'hui. Alors l'autre victoire que nous devons tirer, il fut un temps, même ici à Genève, quand on disait que le problème du Burundi est lié à celui du Rwanda, que celui du Rwanda est lié à l'ensemble des pays voisins, etc., il y en a qui vous regardaient et qui se moquaient de vous, qui ne voulaient pas en entendre parler. Aujourd'hui, c'est tellement évident que le problème maintenant, c'est comme on le disait le nonce apostolique à Grand-Montana, il disait, même Dieu ne pleure pas pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai essayé de réfléchir à ma manière, notamment pour ce qui est du Burundi. Et j'ai pensé, par exemple, à un moment donné, qu'il faut aujourd'hui apprendre à présenter votre combat comme un combat universel. De sorte que n'importe qui, quelqu'un qui vient du Sud-Est, quelqu'un qui vient du Maroc, un autre qui vient des États-Unis, un Chinois, qu'est-ce que je sais encore, puisse vous accompagner dans le combat. C'est le principe que nous appliquons à mon organisation, comme peuvent en témoigner mes collègues qui sont ici, qui représentent 11 nationalités au Conseil des droits de l'homme.
Il y a une autre chose que j'ai comprise et que j'aimerais vraiment que nous partagions ensemble. On ne peut plus parler des droits de l'homme comme d'un seul sujet. On ne peut pas parler de consolidation de la paix ou de reconstruction économique sans s'interroger sur les autres aspects, la situation des réfugiés par exemple, l'écologie, la situation des femmes, et ces femmes qu'on viole dans l'Est et qui représentent un menace terrible et qui permet aux gens de titrer des ouvrages, même Dieu ne pleure plus. Alors maintenant, moi j'ai pensé personnellement, mais c'est aussi une faiblesse dans le bon sens, que j'hérite de ma formation de journaliste et de diplomate, qui dit qu'aujourd'hui les choses doivent être analysées ensemble, de manière transversale, de manière multidisciplinaire, de sorte qu'un économiste, un opérateur économique, un politicien, un membre de la société civile ou un autre qui s'occupe d'autre chose, un chercheur à l'université, puissent travailler ensemble. C'est ça qui est souvent difficile en Afrique, où nos gouvernements parfois, nous de la société civile, nous traitent d'ennemis, alors qu'en réalité on est des ennemis. Et même si on est quand même ressortissant du même peuple, et si par définition on aime son peuple, on doit chercher un dénominateur commun avec qui que ce soit et se battre au nom de ce dénominateur commun. C'est ça que j'ai compris. L'autre chose que j'ai comprise, je crois qu'à un moment donné, il faut s'engager personnellement. Et ça doit être visible. L'année passée, par exemple, moi, je n'étais plus membre d'aucun parti politique, mais j'ai vu les élections venir et alors je me suis lancé dans la compétition à la dernière minute, sans avoir eu le temps de chercher de la place, etc. Pourquoi? Je voulais lancer un défi. Je regardais la liste de 17 candidats qui s'annonçaient pour la présidentielle. Et ce qui se passe aujourd'hui au Burundi, les risques d'une nouvelle guerre civile, moi je le sentais déjà à cette époque. Et je voyais que parmi les 17, il n'y avait personne qui pourrait remplacer mon discours pour prévenir ce désastre. Alors j'ai dit, je ne vais pas gagner, ça c'est sûr, j'ai pas eu le temps, j'ai une machine de parti, mais là il y a un espace pour chaque candidat reconnu. Et je vais utiliser cet espace pour donner ma contribution. C'est ce que j'ai fait et je suis très très content aujourd'hui. Ce qui reste maintenant, c'est de ne pas se laisser déborder par l'actualité. Par exemple, dans ce qui vient de se passer, c'est dans un pays où le gouvernement et ses opposants montrent, vraiment je veux dire, à ma honte, ce n'est pas pour déshonorer qui que ce soit, une médiocrité inacceptable, inadmissible. Le Burundi est un pays qui avait été un modèle sur une longue période, depuis 20 ans. Nous sommes le seul pays à l'Afrique du Grand Lac, le noyau dur, comme on dit, le Burundi, Rwanda, Congo, etc., à avoir organisé 3 scrutins en 15 ans et qui ont finalement bien marché, même l'année passée. L'année passée, le scrutin a été marqué par beaucoup de problèmes, et d'où d'ailleurs les risques de guerre actuels, mais ce scrutin ne s'est pas traduit par les craintes qu'on avait formulées au départ. Moi, je vous ai dit, j'étais dedans le 24 mai. Je connais des gens qui suivaient les élections, des illustres diplomates, des illustres observateurs qui avaient préféré aller à Bruxelles ou à Nairobi, et ils suivaient de tout. La papa se disait, on dit va et des élections. Alors, ceci, c'est parce que c'est un pays qui a vraiment fait un certain nombre de progrès qui ne vont plus faire marche arrière. C'est ça que moi je préfère retenir. Et ma contribution, la contribution que vous tous, madame, monsieur, qui peuvent aider à donner, c'est de nous accompagner. Moi, par exemple, je suis en train de réfléchir sur comment envoyer une mission à Bujumbura, organisée par le CIVIL, avec la participation de tous ceux qui veulent, pour qu'on aille dire à nos amis de la société civile qui soutiennent nos efforts que nous déployons en matière de paix. 150 associations ont signé un appel que nous avons